la présentation de Lucie et de l'activité à laquelle on vous a convié aujourd'hui. Donc, je commence par me présenter moi-même, Daniel Letendre. Je suis coordonnateur scientifique au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, donc le CIRST. Pardon. Aujourd'hui, on assiste à un séminaire midi. C'est une activité qui se veut informelle, si je peux m'exprimer ainsi. En temps normal, on fait ça au CIRST dans la salle, tout le monde en train de manger. C'est sur un mode bien différent, on l'a compris, mais quand même, ça reste... L'idée derrière tout ça, ça reste d'être un lieu pour des étudiants, des postdoctorants, des professeurs de venir présenter des recherches qui sont en cours, qui sont même en démarrage pour certains, donc de soumettre des hypothèses de recherche, des pistes de réflexion, des questions de méthode à un ensemble de gens pour susciter la discussion, recueillir des informations ou des pistes qui pourraient être intéressantes à creuser. Et puis, des fois, ça donne lieu aussi à des collaborations là, qui naissent de ces rencontres un peu informelles-là. Donc, aujourd'hui, on accueille pour le séminaire midi Lucie Délias, qui est stagiaire postdoctorale rattachée au Lab CMO et au CIRST. Donc, son stage se fait sous la supervision de Florence Millerand et Guillaume Latscotot aussi, je crois bien, qui sont les deux co-directeurs du Lab CMO. Lucie a obtenu un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Institut de recherche Médias, Culture, Communication et Numérique à la Sorbonne Nouvelle. Donc, elle poursuit sa réflexion sur ces enjeux liés dans ce cas-ci, les big data et les différents publics qui sont concernés ou pas par ces données ou qui apparaissent ou bien ou pas très bien dans ces jeux de données. Le titre de sa présentation d'aujourd'hui, Public minorisé et big data, les enjeux de l'inclusion à l'heure de la mise en données de la société. Donc, Lucie, bon, tu as une 20-30 minutes peut-être pour présenter ce que tu veux nous dire. Par la suite, il y aura une période de discussion et de questions. Donc, on prendra les questions sous les modes habituels de la main levée ou le chat selon votre convenance. Je rappelle à tout le monde que nous avons l'habitude d'enregistrer ces présentations pour les archiver et pour les rendre disponibles au plus grand nombre par la suite sur différentes plateformes. Donc, si vous voulez fermer votre caméra, c'est libre à vous. Moi, je le ferai. Et je souhaite à Lucie une bonne présentation. Et merci Daniel, merci à Daniel, enfin au CIRST pour l'invitation, puis à Daniel et Hélène pour l'organisation. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran pour que vous puissiez voir mon PowerPoint. Ce sera plus facile pour suivre. Voilà. Est-ce que ça s'affiche bien? Impeccable. Ok, alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes recherches de postdoctorat qui s'intéressent aux façons dont les questions d'inégalité et d'inclusion numérique, elles vont se retrouver redéfinies à l'heure de la mise en données de la société, qui est un sujet que j'explore à travers l'étude des dispositifs qui sont mis en place pour représenter et faire participer les publics minorisés par les professionnels qui travaillent en fait sur les projets qui se basent sur les données numériques. Alors, ces recherches-là, je les mène dans le cadre du projet collectif qui s'appelle la mise en données de la société, enjeux sociopolitiques de la production et de l'usage des jeux de données publics et privés, qu'on appelle, pour faire plus court entre nous, le projet datafication, qui est l'expression que je reprendrai assez souvent dans cette communication qui est plus court. Donc ce projet, il est dirigé par Florence Millerand et j'y agis aussi à titre de coordinatrice. Alors, en quelques mots, ce projet de recherche collectif, il part du constat que dans le contexte de la prolifération des données numériques qui circulent dans la société, il y a de plus en plus d'initiatives qui visent à publier et à partager des données, en particulier dans une perspective publique et non lucrative. Mais finalement, on connaît encore assez mal les usages concrets qui vont être faits de ces données qui sont produites dans le cadre de ces initiatives. Donc, le but de notre recherche, c'est dans un premier temps d'étudier qui sont les publics de données qui sont envisagés par les acteurs qui promeuvent la publication, la circulation des données, et quels sont les enjeux sociopolitiques qui vont se retrouver traduits dans les stratégies d'ouverture qui sont mises en place.
Et dans un deuxième temps, ça va être d'étudier quels sont les usages effectifs ou réels des jeux de données par les individus et les groupes sociaux, et quel type de pratiques ça va éventuellement générer. Alors, on étudie ces problématiques sur 3 terrains de recherche. On étudie un collectif militant qui aide les organismes communautaires à utiliser les données numériques qui s'appelle Data for Good, une plateforme d'hébergement et de partage de données issues de projets de recherche en santé, qui est portée notamment par l'Université Laval et qui s'appelle Pulsar. Et enfin, le portail de données ouvertes de la ville de Montréal. Moi, je travaille beaucoup sur ce dernier terrain-là, et c'est aussi celui sur lequel on a récolté le plus de matériaux d'enquête pour l'instant. Donc en fait, je vais concentrer principalement ma communication là-dessus. C'est donc en fait plutôt de la question des enjeux d'inclusion des publics minorisés dans les projets publics d'open data dont je vais vous parler aujourd'hui, et non de big data de manière générale comme ça avait été annoncé, ce qui rend le titre que j'avais proposé à Daniel il y a 2 mois un petit peu caduc. J'avais été très ambitieuse à l'époque, puis on n'avait pas beaucoup avancé sur les terrains. Donc voilà, je reprécise aussi que c'est un sujet un projet qui est vraiment en cours, donc là je vais surtout vous présenter quelques pistes, et puis il n'y a pas encore de résultats fermes. Alors, au niveau du plan de la communication, je vais d'abord commencer par vous donner des éléments de cadrage et de contexte, en vous expliquant qu'est-ce que j'entends par public minorisé et comment ces publics ils sont concernés en premier lieu par des inégalités numériques qui sont de plus en plus complexes. Ensuite, je vais parler plus spécifiquement des défis de l'inclusion dans les projets publics basés sur les données, en l'occurrence les projets d'open data gouvernementales et municipales. Et enfin, je vais essayer de vous montrer comment ces problématiques elles sont prises en compte par les professionnels qui gèrent les données ouvertes de la ville de Montréal, pour apporter des éléments un petit peu plus empiriques. Alors, dans le projet datafication, on mobilise le concept de public de données. C'est un concept qui est encore en cours de théorisation, mais je peux vous parler un petit peu du choix du terme de public, qui renferme en fait une dimension sociopolitique assez riche et qui vient à la fois des sciences politiques et de la communication et des media studies. Alors en sciences politiques, le public il est fortement associé à l'idée de participation démocratique, et ça va désigner en gros les groupes et les collectifs qui se forment autour de l'identification et la discussion d'un problème ou d'un thème de société, pour éventuellement ensuite faire porter des revendications à ce sujet dans la sphère publique. Alors, en communication et en media studies, on va étudier cette idée dans une perspective qui va être prioritairement socio-technique, à partir des médias ou des outils techniques qui vont être le sujet et ou le canal des échanges qui vont permettre de construire les collectifs. On peut penser par exemple à toutes les études en réception qui se sont beaucoup intéressées au public des séries télévisées, ou plus récemment aux travaux qui étudient les spécificités des publics qui se forment sur Internet, par exemple autour de la création de mots dièses sur Twitter. Donc pour nous, il s'agit vraiment d'étudier comment des publics vont se former autour de la production et de l'utilisation de données numériques qui circulent dans la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux disciplines, on n'étudie pas seulement les publics effectifs, mais aussi les publics imaginés, c'est-à-dire tels qu'ils sont construits par les concepteurs et les dispositifs, les concepteurs des dispositifs qui sont destinés à encadrer la participation. Donc, par exemple, quand on crée un dispositif de débat public dans une mairie ou bien un service en ligne, on va le faire à partir de l'idée qu'on a des groupes et des personnes à qui ce service est destiné, ce qui va avoir un effet plus ou moins performatif sur les usages réels des dispositifs. Ce qui renvoie finalement à ce qu'on étudie à travers les scripts d'usage en STS. Alors, au sein du projet datafication, moi, je m'intéresse plus spécifiquement à l'intérieur des publics de données, au public minorisé, qui est une expression que je reprends à Soline Laplanche-Servigne et Marie-Hélène Savilas-Boas, qui se base elle-même sur les travaux fondateurs de Colette Guillemin. Donc les publics minorisés, ça fait écho en fait au groupe composé de personnes qui se trouvent défavorisées en raison de leurs caractéristiques sociales, c'est-à-dire le genre, la couleur de peau, la nationalité, l'âge, la position socio-économique, etc. Et en fait, dans une perspective féministe constructiviste, qui est celle que j'adopte, le fait d'utiliser l'adjectif minorisé plutôt que minoritaire, par exemple, ça va permettre de se positionner contre l'essentialisation des identités puis des positions sociales qui vont y être associées, pour insister sur le fait que les rapports de pouvoir, c'est avant tout le produit d'une relation entre minoritaire et majoritaire,
puis que c'est un processus qui n'est pas figé et qui donc peut être remis en question. Alors, les personnes issues des groupes minorisés, en raison de tous ces rapports de pouvoir, puis des diverses discriminations qui en découlent, elles vont être concernées par un certain nombre d'inégalités économiques et sociales, notamment en ce qui concerne les usages numériques. Alors, les inégalités numériques liées à l'informatique et au numérique, elles sont étudiées depuis maintenant près d'un quart de siècle, en fait, depuis les premiers travaux sur ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique. Et on a développé une connaissance qui est aujourd'hui très fine, en fait, de la nature de ces inégalités, de leurs conséquences, des types de personnes qu'elles touchent. On sait notamment que les inégalités numériques, elles concernent sans grande surprise, évidemment, les personnes qui sont touchées par ailleurs par d'autres types d'inégalités sociales, en termes d'éducation, de niveau socio-économique, de genre, géographique, etc., qui vont finalement entrer en interaction pour créer de l'exclusion. Alors, malgré qu'on a aujourd'hui une compréhension qui est poussée de ce phénomène et des solutions qu'il faudrait y apporter, les inégalités numériques, elles ne disparaissent pas, voire elles s'aggravent, puisque en fait, leurs conséquences, elles sont de plus en plus lourdes pour les groupes minorisés. Alors, ça, c'est dû évidemment au fait que les inégalités sociales elles-mêmes, elles existent toujours, mais aussi au fait que le paysage technologique s'est beaucoup complexifié ces dernières années, sous l'effet de ce que certains appellent une numérisation de la société. Donc, par exemple, cette numérisation, elle va se manifester dans la dématérialisation croissante des services essentiels pour les citoyens, qui fait que le non-usage d'Internet va devenir de plus en plus pénalisant, ou encore à travers la prolifération d'objets connectés dans la vie quotidienne, comme les smartphones, ou plus récemment, tout ce qui se rapporte à l'Internet des objets, qui vont finalement contribuer à étendre le périmètre des potentielles inégalités. Alors, parmi ces évolutions, il y en a qui attirent beaucoup l'attention ces dernières années, et c'est celles qui sont liées à la prolifération des données numériques et de leur utilisation dans tous les domaines de la société, qui produit un phénomène qu'on peut qualifier de datafication, ou mise en données en français, qui va être en fait une des facettes de la numérisation, et qui va provoquer des formes d'inégalité qui, sans être totalement nouvelles, vont être spécifiques en raison de la nature des technologies qui sont concernées. Alors, on le sait, les jeux de données, ils sont constitués à partir des traces qui sont produites plus ou moins passivement par les individus, en ligne, mais d'ailleurs pas seulement. Mais finalement, ces données, elles sont que très rarement manipulées directement par les personnes, qui n'ont parfois même pas conscience de leur existence, puisque cette manipulation, elle demande des ressources matérielles et intellectuelles considérables, surtout dans le cas des données massives, puisqu'elles vont être exploitées, qui font qu'elles vont être exploitées finalement par des acteurs qui ont accès à ces ressources, qui sont principalement les entreprises, les États, puis aussi les grandes universités, notamment nord-américaines, ce qui va entraîner une forme de perte de pouvoir pour les individus, en anglais on dirait disempowerment. Et en fait, c'est cet écart qui va être à la base de la première définition de l'expression data divide, qui a été proposée en 2014 par Marc Andrejevic, qui définit le data divide comme the asymmetric relationship between those who collect, store and mine large quantities of data and those whom data collection targets. Et donc, en fait, parmi les différentes utilisations des données numériques qui sont développées ces dernières années, évidemment, toutes n'ont pas vocation à exploiter les données à des fins d'intérêt privés et commerciaux. Et c'est le cas notamment des initiatives qui se placent dans le mouvement de l'open data, dont on va parler aujourd'hui, qui encourage les institutions publiques à rendre accessibles leurs jeux de données pour qu'ils puissent être réutilisés par tous dans une perspective de transparence et de bien commun. Alors, ce principe, il est adopté depuis le début des années 2010 par de nombreux gouvernements et municipalités qui vont décider de rendre disponibles gratuitement les jeux de données qui sont à leur possession, la plupart du temps à travers la création de portails en ligne dédiés à ces données. Alors, on pourrait penser que les initiatives d'open data, en rendant à la population les données qui les concernent, et donc en tentant de combler l'écart entre ceux qui sont l'objet des données, puis ceux qui utilisent les données, peuvent contribuer à réduire le data divide qu'on vient d'évoquer. Mais finalement, la littérature scientifique à ce sujet montre que ces initiatives publiques, elles sont sujettes à des limites qui sont finalement assez semblables à celles qu'on retrouve dans les initiatives privées, en tout cas en ce qui concerne l'inclusion des publics minorisés.
Alors, les conséquences négatives de la production et de l'exploitation des données numériques sur les groupes minorisés, elles font déjà l'objet de très très nombreuses recherches, notamment dans le champ des Critical Data Studies, auxquelles on se réfère beaucoup dans notre projet. Et il y a notamment une excellente synthèse de ces recherches-là dans l'ouvrage Data Feminism de Catherine Dignazio et Laurence Klein, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation dans un midi-bean du CIRST en janvier, je crois. Donc, cette littérature en Critical Data Studies, elle montre que les projets d'open data, malgré les bonnes intentions qui les portent a priori, sont susceptibles de rencontrer les mêmes problèmes en termes d'exclusion sociale que les projets d'initiative privée. Alors, je vais me concentrer ici sur deux grands types de limites qui sont identifiées dans la littérature. Le premier type de limite, c'est celui des jeux de données biaisés ou incomplets. En fait, le défi, c'est que les données, parce que ça c'est quelque chose que les Critical Data Studies montrent beaucoup, c'est avant tout une production sociale qui est le reflet du contexte dans lequel elles ont été récoltées et agrégées. Or, ce contexte dans nos sociétés, il est largement défini par de fortes inégalités structurelles. Ça, c'est au niveau macro. Puis ensuite, au niveau plus micro, les jeux de données, ils sont généralement produits par des personnes privilégiées socialement, notamment les professionnels de la donnée, qui vont y intégrer leur vision du monde et leurs valeurs en ayant tendance à ignorer les intérêts minoritaires. Et c'est ce que Dignazio et Klein appellent le privilege hazard. Alors, comment ça se manifeste pour les données ouvertes ? Il y a par exemple de fortes tensions autour des données qui sont collectées par les États, par les États qui concernent les peuples indigènes. Alors, c'est le cas au Canada, évidemment, mais aussi en Australie, par exemple, où il y a beaucoup de travaux sur cette question, où les groupes aborigènes vont dénoncer le fait que les données publiques qui existent sur eux sont en fait héritières des politiques de contrôle et de surveillance de l'État colonial, et que ces données, elles se concentrent principalement sur les déficits de la population aborigène. Donc, en fait, c'est des jeux de données qui vont qualifier principalement le fait que les aborigènes sont en moins bonne santé, moins éduqués, plus pauvres, plus criminels, etc. Ce qui va dresser un portrait de cette population uniquement à partir de ses manques et va contribuer à masquer la complexité et la diversité de leur réalité vécue. Or, le risque d'ouvrir ces données telles quelles pour qu'elles soient par la suite réutilisées par des chercheurs, des décideurs ou d'autres organisations, ça va être de reproduire indéfiniment ce récit, ce que les chercheurs appellent un data narrative, qui est largement négatif et déficitaire. Et donc finalement, en Australie, comme au Canada, les représentants des peuples indigènes, ils demandent à être mieux intégrés dans les politiques gouvernementales d'open data, voire à obtenir une souveraineté spécifique sur les données dont ils font l'objet. Donc finalement, ce qui est recommandé par les chercheurs en Critical Data Studies pour faire face à ce défi, c'est à minima produire des données plus contextualisées ou au mieux d'impliquer les personnes concernées dans leur production ou en tout cas de les consulter. Alors, il y a un deuxième grand problème ou défi qui est posé, c'est celui de l'asymétrie en termes de compétences entre les institutions et les citoyens ordinaires, qui est quelque chose dont on a un petit peu parlé dans la définition de data divide. Alors, le défi, c'est que simplement rendre les données disponibles, même si elles sont bien nettoyées, dans un format ouvert et interopérable, ça ne va pas garantir automatiquement qu'elles vont être utilisées par tous ni à bon escient, puisque, on l'a vu, les manipuler demandent des ressources matérielles et des conséquences importantes. En ce qui concerne l'open data, il y a un exemple qui est très cité dans la littérature, c'est le cas de Bangalore. Dans les années 2000, le gouvernement local de Bangalore en Inde avait décidé de numériser et de mettre à disposition de la population tous les registres fonciers de son territoire. Or, ils ont largement été utilisés en fait, par les propriétaires terriens de classe moyenne et supérieure et par les grandes entreprises pour identifier les terres vacantes, mais aussi les irrégularités dans les titres de propriété pour finalement attaquer et exproprier les petits paysans qui étaient issus des castes inférieures. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que là, on avait des acteurs qui étaient déjà en situation de pouvoir, qui possédaient des ressources techniques et juridiques pour le faire, qui ont utilisé les données ouvertes à leur avantage, avec pour conséquence de marginaliser encore plus les groupes minorisés. Donc là, les solutions qui sont identifiées par les chercheurs, ça va être en complément
de jeux de données mieux conçus et non discriminants dès le départ, de donner aussi accès à tous aux ressources et aux compétences pour faire l'usage de ces données, compétences qu'on désigne dans la littérature par le terme de data literacy, qui est fabriqué sur le même modèle que digital literacy. Donc finalement, cette rapide revue de littérature, elle montre que les professionnels de l'open data, ils rencontrent les mêmes défis éthiques, en tout cas des défis éthiques très similaires que ceux auxquels font face des autres acteurs qui travaillent sur les données, en ce qui concerne l'inclusion des publics minorisés. Alors, pour explorer en fait les façons dont les professionnels de l'open data ils vont prendre en compte toutes ces questions d'inclusion des publics minorisés, je vais vous présenter quelques pistes qui sont issues d'un de nos terrains de recherche qui est en cours, qui est donc celui du portail de données ouvertes de la ville de Montréal. Alors, petit rapide historique, hein, Montréal, elle se présente comme une municipalité pionnière en termes de ville intelligente. Effectivement, hein, son portail de données ouvertes, il a été lancé en 2011, ce qui est quand même assez précoce. Et la ville a gagné plusieurs prix et concours dans le cadre de son projet de Smart City. Aujourd'hui, le portail il est piloté par le laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, le LUM, ce qui montre bien en fait que les données ouvertes, elles sont vraiment un volet de la politique de la ville intelligente. Alors, malgré que le portail il existe depuis 10 ans, il est toujours en construction, puisqu'en fait, c'est un travail énorme d'ouvrir des jeux de données municipaux et qu'il y a en fait des ajustements constants qui sont faits d'abord au niveau politique, puisque les différentes administrations municipales successives, elles ont réorienté les priorités données au portail et à la ville intelligente, mais il y a aussi des ajustements techniques qui doivent être faits, hein, notamment en ce moment, l'équipe de données ouvertes essaye de mettre en place des processus d'automatisation d'ouverture des données qui sont assez longs et complexes à implémenter. Donc finalement, c'est ce côté en cours, hein, en construction de ce portail qui en fait un cas particulièrement intéressant à documenter dans une perspective STS. Donc, notre enquête de terrain, elle a commencé il y a plus d'1 an, mais elle a été stoppée, ou en tout cas très très ralentie à cause de la pandémie, évidemment. Mais là, on est de retour sur le terrain depuis quelques mois. Donc pour l'instant, on a fait l'analyse d'un corpus documentaire qui a été réalisé par Marie-Soleil Fortier, qui est auxiliaire de recherche sur le projet. Donc, il y a un corpus qui est composé d'articles d'actualité qui ont été publiés sur le portail, puis d'un certain nombre de documents officiels. Et on a aussi réalisé d'ores et déjà plusieurs entrevues avec les membres de l'équipe qui s'occupent de l'ouverture des données. Alors, quand on regarde les différents rapports et documents officiels qui encadrent la politique d'ouverture des données, on se rend compte que dans les premiers temps, il y avait beaucoup d'efforts pour établir des standards autour de la nature technique des données. C'est ce qu'on voit dans le document Politique des données ouvertes qui date de 2015, où finalement on va associer l'inclusion, ou du moins la non-exclusion, à la question de l'accès dans sa dimension technique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ça va être que n'importe quelle personne qui est équipée d'une connexion à Internet et d'un ordinateur peut accéder aux jeux de données qui sont publiés sur le portail dans un format standardisé, non propriétaire et interopérable. Donc là, on a cette idée d'universalité d'accès qui est avant tout adossée à des caractéristiques techniques des données. Puis progressivement, en fait, on va se défaire un petit peu de cette myopie technique pour penser de plus en plus l'ouverture des données dans un contexte social plus large, ce qui va permettre de s'interroger sur les enjeux sociétaux de l'ouverture des données, sur leurs conséquences pour les citoyens, mais aussi sur les réutilisations concrètes des données ouvertes et aussi, en l'occurrence, les non-utilisations de ces données. Alors, c'est dans ce cadre-là que va être publiée en octobre 2020 la Charte des données numériques, qui est un document qui est destiné à encadrer la façon dont la ville utilise les technologies numériques, hein, dont les données ouvertes sont une facette. Cette charte, c'est intéressant parce qu'elle vient s'inscrire dans un contexte d'une demande sociale de contrôle de plus en plus forte des technologies liées au big data et aux systèmes automatisés, qui produit ces dernières années une véritable prolifération en fait, de chartes éthiques au sein des organisations qui utilisent ces technologies ou en tout cas qui entendent les réguler. Alors, la charte, elle a été pensée comme un document participatif puisqu'elle a été élaborée en collaboration avec tous les différents services de la ville et pas seulement ceux qui s'occupent du numérique. Ils ont aussi mobilisé un consultant universitaire qui est Nicolas Merveille, qui est professeur à l'UQAM d'ailleurs.
Et ensuite, elle a été ouverte dans sa version préliminaire aux commentaires des citoyens. Alors pour l'instant, la charte, elle n'a pas de pouvoir contraignant, ça reste une déclaration d'intention, mais elle a vocation à être mise en œuvre à travers divers plans d'action qui sont en cours d'élaboration. Elle est organisée autour de 3 engagements principaux qui sont déclinés en 13 principes qui vont couvrir des domaines variés, notamment le droit à la vie privée, la transparence, la souveraineté des données, la transition écologique, etc. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que parmi eux, il y a 2 principes qui répondent directement aux problèmes ou aux défis qu'on a évoqués précédemment dans la revue de littérature, en ce qui concerne les publics minorisés. Alors, pour répondre au problème des jeux de données biaisés ou manquants, il y a le principe numéro 2 qui s'appelle inclusion, assurer l'équité et lutter contre les discriminations. Donc, ce qui est expliqué, c'est que pour éviter les biais qui pourraient invisibiliser et renforcer les inégalités envers, je cite, les groupes de population vulnérables, donc là, en fait, les publics minorisés vont être explicitement identifiés. La municipalité s'engage à appliquer le principe de l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, ou ADS+, aux jeux de données ouvertes. Alors, l'ADS+, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de management dont l'idée a émergé lors d'une conférence mondiale sur les femmes dans les années 90, puis qui a commencé à être implémenté par le gouvernement du Québec dès 1997. Donc en gros, c'est un outil un peu à la façon de l'EDI à l'université qui vise à pousser les institutions publiques à sortir de la vision universelle des citoyens comme un groupe homogène composé d'individus moyens qui vivraient les mêmes réalités et auraient les mêmes chances à la base, pour adapter les politiques publiques en fonction des particularités et des besoins des différentes catégories de la population. Donc ça a d'abord été très centré sur les femmes, puis on a pris progressivement en compte les autres groupes minorisés, d'où l'ajout du terme intersectionnel. Alors, pour connaître ces réalités différentes et produire des politiques publiques plus efficaces, une des principales mesures qui permet d'appliquer l'ADS+, c'est d'avoir, je cite, recours à des données quantitatives et qualitatives incluant les données ventilées selon le sexe et à une désagrégation plus fine selon l'âge, le revenu, l'appartenance ethnique, la région ou toute autre variable significative pour l'analyse. Alors, en ce qui concerne la politique des données ouvertes de la ville, l'idée, en fait, ça serait d'ajouter systématiquement aux informations présentes dans les jeux de données ouverts des informations plus détaillées sur le profil des personnes. Donc, en fait, il s'avère que c'est le service de la diversité et de l'inclusion sociale de la ville de Montréal, dont une des missions est de promouvoir justement cet outil au sein de la municipalité, qui a poussé pour que l'ADS+, soit mentionné dans le principe de la charte, puisque dans la première version qui avait été élaborée d'abord par les membres du LUM, qui ont une vision quand même assez technique des données, ce point restait trop général. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'application de l'ADS+, elle va provoquer des débats en interne, puisque l'appliquer, ça reviendrait en fait à récolter des données supplémentaires sur les citoyens, ce qui va entrer en contradiction avec la loi de protection des renseignements personnels et plus généralement avec les autres principes de la charte qui soulignent qu'on doit anonymiser les données au maximum pour éviter les recoupements et les réidentifications ultérieures. Et finalement qu'on doit se contenter de collecter uniquement les informations suffisantes et nécessaires pour protéger les citoyens. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 2 conceptions des données qui sont en fait en creux, finalement 2 conceptions presque de la démocratie qui vont entrer en confrontation. Alors, en ce qui concerne le deuxième défi, qui est l'asymétrie en termes de compétences entre institutions et citoyens, là, c'est le principe numéro 10 qui répond, qui s'appelle universalité d'accès, réduire la fracture numérique. Donc là, on voit qu'il y a l'utilisation de ce terme qui est un peu désuet aujourd'hui dans le monde académique de fracture numérique. Donc là, il s'agit de s'assurer que la population ait les moyens et soit outillée pour accéder aux données et les comprendre. Donc en fait, ce qu'il propose ici, c'est de développer la littératie numérique autour des données, ou data literacy en anglais, en offrant des formations numériques pour les citoyens, mais aussi de manière plus ciblée, en publiant sur le portail plus de documentation vulgarisée sur les jeux de données et en particulier des visualisations. Pour l'instant, c'est quelque chose qui fait quand même toujours beaucoup défaut. Ça, c'est une des grosses critiques qui est adressée aux initiatives d'open data public. C'est qu'on a beaucoup pensé l'offre, c'est-à-dire que la démarche, elle est partie de l'idée d'ouvrir le plus possible les données en se disant dans une perspective un peu cybernétique qu'elles allaient être consultées, circulées, en gros qu'on allait un peu stimuler mécaniquement la démocratie en apportant plus de transparence. Mais finalement, on a au départ assez peu pensé le niveau de la demande et ce que les gens allaient bien pouvoir faire de toutes ces données et comment elles allaient être appropriées.
En ce qui concerne le portail de la ville de Montréal, comme la plupart des autres portails municipaux, on sait que les réutilisateurs des données, c'est surtout des individus qui ont déjà une expertise en analyse de données, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Le LIUM a lancé depuis plusieurs années des initiatives pour susciter les usages autour des données, mais qui vont finalement s'adresser un peu toujours à ces mêmes usagers experts, puisque ça va être par exemple des hackathons pour produire des applis ou des visualisations qui sont intégrées sur le site, mais qui restent quand même assez techniques et austères. Donc actuellement, l'équipe du portail de données ouvertes, elle est en train de travailler sur différents outils pour atteindre en priorité les non-utilisateurs du portail, qui sont finalement les citoyens ordinaires, en particulier en essayant d'équiper le site de divers outils de vulgarisation, notamment de récits de données qui vont expliquer en fait l'intérêt de tel ou tel ensemble de données d'une manière pédagogique et didactique. Mais c'est vrai que malgré ça, puis malgré en fait toute la rhétorique qui est très présente dans les discours officiels et qui affirme que les données ouvertes sont destinées à être appropriées par tous, par la communauté montréalaise dans son ensemble, c'est une expression qui revient beaucoup. Ça semble en fait un peu utopique de penser que les citoyens ordinaires ils vont commencer à utiliser le jeu de données régulièrement, et encore moins les personnes issues des groupes minorisés et ou éloignés du numérique. Donc ça, ça serait peut-être en fait plus réaliste de diriger les efforts vers des intermédiaires comme les organisations communautaires qui pourraient faire usage des données au nom des groupes des citoyens qu'elles représentent. Donc ça, c'est en fait une limite dont les membres de l'équipe ont bien conscience, mais ils s'interrogent finalement sur leur capacité, dans le cadre des moyens encore relativement modestes qui leur sont alloués, à mettre en place des dispositifs qui déborderaient en fait les frontières du portail lui-même. Il y avait un point sur la culture de la donnée en interne dont je voulais vous parler, mais je n'ai pas le temps. Alors, on y reviendra peut-être après. Donc finalement, si on résume un petit peu ce qui se dégage pour l'instant de notre terrain, la participation des publics minorisés, elle est envisagée, en tout cas à partir de cette charte, de deux façons. D'abord à travers la mise en place de jeux de données plus inclusifs. Donc là, on a les publics minorisés, ils vont être explicitement envisagés, et d'ailleurs, ils sont nommés, mais ils vont être présents de façon indirecte, puisqu'il s'agit de les représenter dans les données pour éviter la discrimination et créer en fait des conditions sociales de l'inclusion en amont. Et la deuxième façon, ça va être le développement d'une data literacy. Donc ici, c'est plus direct puisque l'agency des publics, elle est pensée, puisqu'il va s'agir d'encourager une participation directe de leur part, et non seulement une représentation indirecte comme dans le premier point. Mais le problème, c'est que ça semble déjà assez difficile à mettre en place pour le citoyen moyen, et dans ces conditions, en fait, les publics minorisés, ils semblent encore bien éloignés de ces mesures dans les faits. Je ne sais pas si je peux prendre peut-être une petite dernière minute pour conclure. Oui, tu peux, tu as 5 minutes encore, là, si tu veux. Ok. Donc du coup, on arrive à ma conclusion. Pour la conclusion, peut-être revenir un peu à la question des inégalités numériques, puis de leur mutation en fait à l'heure de la datafication. Donc on a vu finalement qu'il y a des similarités de fond entre les inégalités liées à l'usage classique d'Internet, entre guillemets, puis les inégalités liées aux données. D'abord parce que les personnes concernées, ou en tout cas les personnes pour qui les conséquences en sont les plus importantes, ça reste les groupes minorisés socialement. Et aussi, ce qui est commun, c'est que le diagnostic et les solutions à y apporter, elles sont finalement assez similaires à ce qui était préconisé au moment des discours sur la fracture numérique, c'est-à-dire mieux former les citoyens, avoir des dispositifs plus inclusifs, etc. Cette continuité, elle se voit d'ailleurs dans tout le recyclage, entre guillemets, du vocabulaire qu'on peut observer dans la littérature académique, puisqu'on va parler de data divide, qui en fait est calqué sur digital divide, de data literacy, qui est calqué sur digital literacy, etc. Donc ça montre aussi évidemment que les inégalités numériques, c'est avant tout un problème qui est bien plus social que purement technique. Mais la prolifération des données, elle pose quand même des problèmes spécifiques, notamment parce que leur production et leur utilisation demandent des compétences et des ressources plus développées, ou en tout cas différentes que celles des usages classiques d'Internet, en tout cas dans l'état actuel des choses. Ce qui pousse en fait les professionnels qui travaillent à des initiatives basées sur les données à devoir repenser les façons de faire participer les publics et à les représenter. Et à plus forte raison, les publics minorisés qui finalement, encore aujourd'hui, restent un peu un public fantôme, ou en tout cas un public absent
de ces politiques. Et j'arrive à la fin de ma présentation. Super, merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant tout ça. J'imagine qu'il y aura bien des gens que ça a intéressé aussi. On est rendu à la période de questions, donc je vous demande pour ce faire d'utiliser les boutons que vous connaissez pour lever votre main. Sinon, il y a toujours le chat aussi qui est disponible pour poser vos questions. Je vais peut-être arrêter le partage pour laisser plus de place aux... Oui, puis je vais les voir mieux aussi, probablement. Donc, qui veut se lancer dans la discussion? Ah, Jean-Michel, je te donne la parole. J'y vais? Oui. J'ai mis la caméra aussi pour la question. Merci Lucie, c'était très intéressant. J'ai une question sur est-ce que vous avez des données ou est-ce que vous prévoyez dans un volet de l'enquête qui concernerait la sociologie, non pas des publics de cette politique de la ville de Montréal, mais des gens qui en sont les producteurs. Tu as mentionné à un moment le fait que tous les services de la municipalité avaient été associés à cette politique, à la mise en place de cette politique, mais je m'interrogeais moi sur les gens qui sont vraiment les porteurs, les acteurs principaux de cette politique, où est-ce qu'ils ont été formés, voilà, et donc la vision du monde qu'ils développent aussi dans cette politique, et voilà, ou même en dehors de la municipalité, est-ce que ça associe des associations, des think tanks, différents acteurs qui... Voilà, en fait, quels sont les entrepreneurs de cause derrière cette politique d'accès au big data dans le cadre de la municipalité de Montréal ou ailleurs d'ailleurs. Voilà. Oui, alors très bonne question. Là, justement, notre recherche, elle est un petit peu en deux volets. Donc, d'abord, étudier quelles sont les pratiques des professionnels et donc, en fait, comment ça va, comme tu disais, donner forme au dispositif. Puis, dans un deuxième temps, d'étudier les usages plus concrets en allant rencontrer des gens qui utilisent ces données. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore commencé. Mais alors, c'est vrai que je dirais peut-être pas qu'on va en faire jusqu'à une sociologie des professionnels, mais en tout cas, on fait dans une perspective STS, une sociologie de leurs pratiques. Et dans le cas de la ville de Montréal, c'est particulièrement intéressant parce que, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a différentes conceptions des données qui vont s'affronter au sein de la ville. Ceux qui ont une conception très technique des données, puis d'autres qui veulent en faire un instrument d'inclusion sociale, mais du coup, ça va entrer en contradiction. Il y a aussi le fait que finalement, les personnes qui portent le portail de données ouvertes, elles viennent de différents secteurs, comme tu le pointais bien, notamment la directrice, elle était au service de géomatique avant, puis une autre personne qui travaille, qui fait un gros travail aussi sur les données, lui, il vient du milieu des transports. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'ils vont, puisqu'ils ont une très très bonne connaissance de ces secteurs-là et des données qui sont produites dans ces secteurs-là, ils vont en priorité, puisque c'est ça qui les pousse, c'est ça qui les anime, demander au service des transports puis de la géomatique d'ouvrir ces données-là qui vont être plus représentées du coup sur le portail. Donc en fait, il y a ces dimensions très pratiques qui vont se retrouver traduites dans le portail. Et pour ce qui est des acteurs extérieurs, ça c'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup, de savoir finalement qui au-delà des individus, utilise le portail de données ouvertes. Et finalement, on a une connaissance assez réduite de qui utilise ces données au niveau institutionnel. Et ce qu'on va essayer de faire là bientôt, j'espère, je vais suivre une formation sur un logiciel qui permet de faire du web crawling. Et donc, en fait, on va essayer de voir à partir des liens hypertextes sortant et entrant sur le site du portail et puis des autres sites qui citent le portail, finalement essayer de faire une cartographie du web des personnes qui se réfèrent au portail de données ouvertes. Donc ça va peut-être nous donner des indices sur quelle est la galaxie d'acteurs ou de secteurs qui utilisent en fait ces données-là.
Mais c'est intéressant parce que la ville de Montréal est très ouverte à des collaborations extérieures et notamment avec d'autres municipalités qui ouvrent leurs données. Et notamment des municipalités en France comme la ville de Nantes qui s'est dotée d'une charte éthique un peu comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, et donc ils ont beaucoup collaboré pour échanger leurs bonnes pratiques. Donc en fait, il y a vraiment le mouvement de l'open data municipal et un truc assez international finalement. Et Montréal est souvent cité comme un exemple de ça. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à ce qui vient d'être dit ou qui ont une question à poser à Lucie? Je vois plein de noms liés au Lab CMO. J'imagine que ça rejoint des réflexions que vous avez. Mélanie Miette. Oui, allô, merci Lucie pour la présentation. Tu nous as ouvert la porte pour aborder la question de la culture institutionnelle, en fait. Donc là-bas à la Ville de Montréal, comment on entrevoit les données, comment on les cadre. On t'a dit que tu n'avais pas tellement le temps d'en parler, donc je saisis la perche tendue pour t'inviter à nous déballer un peu ça. Ok. Oui, en fait, ce que je voulais dire dans la présentation, que j'ai skippé, c'est que en fait, la question dans les discours officiels, en tout cas les discours destinés à l'externe, la question des usages des données, elle est très évidemment basée sur les usagers citoyens de la société de manière générale. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aussi en fait, sensibiliser donc non seulement les citoyens à acquérir une data literacy, mais aussi les différents services de la ville qui ne sont pas toujours au fait, en fait de ce que c'est les données ouvertes, qui sont assis en fait, sur des piles de jeux de données qu'ils utilisent et qu'ils produisent au quotidien dans leurs pratiques, mais qui ne sont pas forcément sensibilisés au fait que comment ça fonctionne les données ouvertes et puis quelle est l'importance de ces données-là et comment faire pour qu'elles soient ouvertes. Donc, une des grosses missions en fait, de l'équipe du LUM, c'est non seulement de se concentrer sur ce portail public, mais aussi en fait, de convaincre et de travailler avec les différents services de la ville pour qu'ils puissent développer des pratiques autour de l'ouverture de données, ce qui n'est pas évident puisque les services de la ville ont beaucoup déjà de travail à faire et ça leur rajoute en fait d'autres missions qui sont de identifier les données qui pourraient être intéressantes pour les citoyens et ensuite les mettre en forme et les ouvrir. Donc, finalement, la mission du LUM, c'est de développer ce qui s'appelle une culture de la donnée. Ça, c'est vraiment un terme endémique qu'ils utilisent, non seulement à l'externe, mais aussi à l'interne, puisque pour que les données elles soient ouvertes, elles soient utilisées par les citoyens, il faut d'abord qu'elles soient ouvertes. Et ça demande la collaboration de toute l'institution municipale. Et ce n'est pas toujours évident parce que les différents services... déjà, ils sont nombreux, puisqu'il y a les services en fonction des grandes thématiques de la gestion urbaine, mais il y a aussi les différents arrondissements qui représentent eux aussi différentes unités de la ville et qui communiquent pas forcément entre eux. Donc, il faut en fait générer une sorte de mouvement aussi interne autour de l'ouverture des données et ça demande beaucoup de travail. Merci. Merci. Alors, il y a Marie-Ève Roussel dans le chat qui dit « tellement intéressant », mais qui doit quitter pour une autre réunion. Alors, voilà, je voulais passer le message. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des commentaires ou des questions pour Lucie? Ah, tiens, 2 mains. Je ne sais pas si c'est ta dernière réponse qui a suscité des interrogations, mais tant mieux. Sébastien Gans. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Je me demandais, par rapport à l'ouverture des données qui concernent des données personnelles, si dans l'étude que tu fais, tu essayes de quantifier un peu à quel point les données qu'on ouvre sont de plus en plus des données personnelles ou tu es comparé à des pistes cyclables ou d'autres choses, ou est-ce que c'est des choses que vous ne regardez pas? Puis une dernière question que j'avais, c'était par rapport à l'idée de documenter d'où viennent les données. Je me demandais si des approches comme datasheet sur dataset, j'ai mis le lien sur le clavardage, dans la communauté d'apprentissage machine, c'est une solution qui est proposée pour essayer de documenter d'où les données sont collectées, dans quel but et quels sont les biais. Est-ce que c'est des choses qui, dans le domaine des données ouvertes, commencent aussi à
à être dans les réflexions pour associer ça aux données qui vont être ouvertes, justement pour essayer de documenter un peu d'où viennent les données ou quels sont les biais dans les données. Ok, merci. Alors, c'est vrai qu'on s'intéresse plus à la façon dont les données sont produites, puis comment on essaye de susciter des usages autour des données, plus que ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, ça sera peut-être dans un deuxième temps. Pour ce qui est des données personnelles, je ne saurais pas trop vous répondre, honnêtement, pour ce qui concerne la ville de Montréal. En tout cas, c'est vrai qu'ils font, ils font très, très attention à ça ces derniers temps, surtout après ce qui s'est passé à Toronto avec la Smart City en association avec Google, où du coup, tous les capteurs qui étaient mis dans la ville avaient vraiment produit une sorte de backlash citoyen sur comment on allait utiliser toutes ces données personnelles-là. Donc ça, c'est quelque chose auquel ils essayent, en tout cas, au niveau des relations publiques, d'adresser puis d'anticiper, notamment autour de la reconnaissance faciale qui, même si dans les faits, il n'y a pas vraiment encore de choses très concrètes en termes de reconnaissance faciale à Montréal, c'est des choses qui produisent des inquiétudes sociales énormes qui sont donc du coup adressées puis anticipées dans la charte. Donc je ne saurais pas dire exactement quelle est la proportion. Après, c'est vrai que par rapport à, pour revenir au public minorisé, hein, quelque chose qu'on voit, et qui, juste si on regarde en fait le portail de données ouvertes, les données sont classées en fonction de différentes thématiques. Donc on va avoir gouvernement et finances, transport, environnement, etc. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment des thématiques qui sont remplies de jeux de données. On en a plusieurs dizaines, notamment gouvernement, finances, transport et environnement, qui sont des données, j'imagine, qui sont plus faciles à produire parce que les services concernés travaillent avec les données en permanence. Mais après, il y a d'autres catégories de données qui sont pourtant cruciales en termes de gouvernement urbain, comme les données qui sont relatives à l'éducation, aux politiques sociales, etc., où là, on a très, très peu de choses, on a très, très peu de datasets. Donc, ça pose aussi la question de finalement stimuler la démocratie, oui, mais si on n'a pas de données sur l'éducation, ça va pas, on ne va pas pouvoir, en tout cas, stimuler des politiques publiques ou des initiatives citoyennes qui pourraient participer à l'inclusion. Je ne sais pas si ça répond pas trop à votre question, je suis désolée. Non, c'est très bien. Ça... Mais après, pour ce qui est de la deuxième partie de la question, je ne connais pas cet article. Je ne sais pas si tu peux nous en dire. Ouais, essentiellement, c'était... moi, je suis un background en informatique et dans le côté machine learning, donc les gens qui font des algos d'apprentissage, la question des biais, c'est aussi un sujet qui est récurrent depuis, je dirais, 5 ans. Et une des choses que les gens ont commencé à mettre en avant comme bonne pratique, c'est d'essayer de dire quand on collecte un jeu de données, un peu, c'est exactement ce que tu disais en fait. C'est pour ça que de documenter dans quel cadre il a été collecté, c'est quoi les biais. Donc par exemple, c'est quoi la méthode de collecte? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été exclues à cause de cette méthode? Quelle était l'intention aussi Parce qu'en apprentissage machine, on a tendance à réutiliser des jeux de données, mais il y a des jeux qui ont été collectés il y a 10 ans dans un but et puis après qui sont réutilisés dans un autre but. Donc, c'était un peu... En fait, ça résonnait beaucoup avec ce que tu disais. C'est pour ça que je me demandais si c'était quelque chose qui était aussi dans l'esprit des gens qui ouvrent les données, un peu comme système, peut-être sous une autre forme ou un autre nom, j'imagine. Oui, alors ça, au niveau de la ville de Montréal, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils envisagent ça de manière concrète pour l'instant, parce que eux, en fait, les données qu'ils ouvrent, c'est les données qui sont déjà présentes la plupart du temps dans les différents services. Et ce qu'ils font, hein, c'est quand même qu'ils les mettent en forme, mais ça relève surtout d'une standardisation qui est assez basique, hein, pour qu'elle puisse juste être plus lisible et réutilisée. Ils font quand même un effort maintenant sur le site pour accompagner les jeux de données dans un dictionnaire de données où ils expliquent bien à quoi chaque entrée fait référence. Et je pense qu'ils vont essayer de développer le plus possible aussi une mise en contexte des jeux de données, mais c'est vrai que c'est un gros travail.
Mais je vois que dans l'article que tu as envoyé, là, il y a notamment Kate Crawford, qui est une des co-autrices, et puis elle travaille beaucoup sur ces questions-là dans les critical data studies, sur les questions d'inclusion et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les études, dans les critical data studies, puis notamment dans le livre que je citais qui s'appelle Data Feminism, donc il y a une vision quand même assez sciences sociales de tout ça. Elles appellent vraiment, en fait, ce que j'avais trouvé très intéressant, à dépasser un peu le paradigme qu'elles appellent des data ethics, donc qui se sont développés ces dernières années, et qui finalement vont souvent, en fait, revenir à poser un pansement sur une situation qui est déjà un peu défaillante, ou en tout cas de dire il faut apporter des solutions techniques à des problèmes ponctuels. Donc, par exemple, là, on se rend compte qu'après coup, notre jeu de données, en fait, il ne fonctionne pas, puis ça a produit des soucis. Donc, on va revenir dessus, puis on va le nettoyer, ou alors on va... elles disent en fait que toutes ces histoires de biais, puis c'est un peu... comment dire, c'est pas attaquer le problème à la racine. Mais bon, ça évidemment, c'est toujours mieux d'adresser les biais que de ne pas le faire du tout, ça c'est évident. Mais dans une perspective plus large de théorie de la justice sociale, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut vraiment passer d'une vision de l'éthique des données à une data justice, où en fait il faudrait, au lieu de corriger les systèmes techniques ou les jeux de données a posteriori, combattre les inégalités à la base, ce qui est tout un programme, mais ça permet un peu de déplacer le regard. Je trouve ça assez intéressant. Mais en tout cas, je lirai avec attention l'article. Merci beaucoup. En tout cas, la présentation était vraiment super. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ou commentaire? Jérémy? Bonjour, merci pour la présentation, très intéressant. Ma question porte sur le profil des utilisateurs, en fait. Tu as glissé le mot qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus, mais une chose que je serais vraiment curieux de savoir, c'est la quantité de travail qui est effectuée, disons, par des employés des services publics de la ville pour des utilisateurs qui visent à en faire un produit monnayable, en fait, des entreprises privées qui vont réutiliser le travail de la ville de Montréal. Puis la crainte, c'est que les services de données ouvertes deviennent un lieu juste de offload des tâches qui pourraient être effectuées en entreprise, en fait, et qui deviennent effectuées par des employés publics. Ouais. C'est la crainte, mais c'était aussi une question si tu pouvais élaborer un petit peu plus sur le profil d'utilisateur. Oui, c'est intéressant parce que en fait, il y a beaucoup de discours par rapport au portail de données ouvertes de la ville de Montréal qui est qu'on aimerait susciter des initiatives citoyennes pour que en fait, ces données-là elles soient utilisées pour améliorer la démocratie et la vie urbaine de manière plus générale. Mais il y a quand même aussi, ils essayent quand même aussi de rejoindre des publics qui sont des entreprises et ils aimeraient en fait que les données ouvertes de manière ponctuelle, mais en fait surtout la politique de la ville intelligente, ça suscite des retombées économiques pour Montréal, parce que c'est aussi ça un des gros enjeux en fait. Et ils aimeraient qu'il y ait plus de collaboration, en tout cas que ça attire des startups sur le territoire, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est recherché d'une certaine manière. Quoique apparemment pas hyper évident non plus à quantifier pour eux. Donc, ils essayent quand même de susciter ces usages-là. Et je voulais répondre à ta question par une deuxième partie. Je ne l'ai pas notée, du coup, je ne me souviens plus. Oui, je ne sais pas si ça répond. Est-ce que tu veux que je précise certains trucs ou... C'est moins une question plutôt qu'un commentaire de discussion. Mm-hmm. Peut-être une mini-relance, en fait. Le truc, c'est que si ce type d'utilisateur-là a un rapport de force assez fort, en fait, ça risque de changer l'offre, en fait, de la ville. On va pas penser aux besoins des utilisateurs, comme tu disais au début, minorisés, mais on va plutôt penser à une offre qui va contribuer à ces genres de, je sais pas, je me fais clair là, mais ces genres de projets monnayables, là. Et donc, ça devient une donnée ouverte, mais un service aux entreprises, en fait.
Oui, je comprends. En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que dans les faits, je pense que le LUM et puis l'équipe du portail de données ouvertes, ils ont vraiment à cœur que ça puisse être utilisé par le maximum de personnes possible, mais dans une vision peut-être parfois un petit peu naïve ou en tout cas compliquée à mettre en place, parce que dans les faits, en fait, les personnes qui vont les utiliser sont des gens experts, dont des personnes qui sont data analystes dans des entreprises, etc. Et il y a une recherche de l'INRS qui a été menée par Sandrine Breu et Jérémy Diaz, je crois, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. Ils ont travaillé justement en collaboration avec le portail de données ouvertes. Et ils montrent qu'il y a pas mal d'entrepreneurs en fait, qui viennent utiliser les données pour leur activité professionnelle en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ils vont avoir tendance à passer directement par le portail parce que les données sont beaucoup plus facilement accessibles que de faire une requête directement au service concerné. Parce qu'en fait, administrativement, c'est super compliqué et ça va prendre beaucoup plus de temps, alors que maintenant que c'est sur le portail, ben, ils peuvent y aller beaucoup plus facilement sans avoir de compte à rendre à personne et ça stimule un peu ça. Après, à voir à quel point les données qui sont vertes, elles sont aussi intéressantes pour les entreprises. Merci. Est-ce qu'il y avait... Bon, tiens, je me dédie. Peut-être une dernière question ou commentaire, si jamais il y en a. Pour qu'on boucle l'heure. C'est tout? Tout le monde est satisfait? Rassasié? Bravo, c'est très dense, mais très, très intéressant. Beaucoup de contenu, par contre. Vous avez beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enjeux, dont l'accessibilité, identité, appartenance. Et l'idée de data justice, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, sur ces bons commentaires, nous nous laisserons ici. Alors, merci encore, Lucie, d'avoir présenté ce projet qui a suscité l'intérêt de beaucoup de personnes. On a atteint, je pense que tous ceux qui s'étaient inscrits se sont branchés. On a atteint la quarantaine de personnes, je crois, pendant ta présentation. Donc, un grand succès. Espérons qu'il est le premier de plusieurs autres succès. Donc, jusqu'au prochain, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis, suivez l'infolette du CIRST et notre site pour être au courant des prochaines activités. Bonne fin de journée.